Alors, dernier atelier sur comment communiquer positivement sur des contraintes imposées. C'est un sujet qui nous a paru intéressant à traiter parce que forcément, que ce soit pour, on va dire, préserver des espaces ou des espèces naturelles, que ce soit pour préserver des ressources, vous êtes de plus en plus obligés de communiquer sur des contraintes qui s'imposent à vous, mais des contraintes qui s'imposent aussi à vos clientèles. Et l'idée, c'est d'éviter ce qu'on peut retrouver quelquefois. Enfin, la dernière fois, moi, j'étais dans un hôtel et à chaque fois que je faisais un pas, il y avait un panneau qui me disait ce qu'il ne fallait pas que je fasse en fait. J'étais dans le jardin, c'est là, tu ne marches pas sur le gazon, ok, j'avance. La piscine, alors la piscine, attention, pas d'enfants, pas de machin, pas de trucs, pas de chien. Là. Après, il y avait un panneau dans la salle de bain pour un autre système. Enfin bon, au bout d'un moment, ça ne marche plus, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, j'ai le droit de faire quoi. Donc comment est-ce qu'on communique positivement sur des contraintes? Alors là, on est sur des contraintes qui sont autre chose qu'un chien au bord d'une piscine, on va le voir. Mais donc c'est un sujet. Pour traiter ce sujet-là, on a 3 personnes avec nous qui, par ordre d'apparition, sont Julien Auré, Jean-Marc Prieur, qui se présenteront aussi, et Alexis Aubespin, la star de cette édition de CM on the Beach, comme vous le savez. Hein. Voilà, il est là, il est partout. Et donc chacun va traiter le sujet avec son approche. Jean-Marc et Julien vont le traiter en duo autour d'exemples de communication. Pour le coup, j'ai envie de dire très premier degré, hein, c'est-à-dire comment je communique sur ces contraintes-là, avec des supports, des approches, des messages, des concepts. Jean-Marc sera plus sur une approche qui, moi, m'a particulièrement interpellé sur comment est-ce que j'intègre la contrainte comme élément constitutif de mon offre, pour justement ne pas avoir à communiquer dessus, vu que si tu bénéficies de mon offre, tu respectes la contrainte automatiquement. C'est un peu ça, hein, je résume. Voilà, on est là-dessus. Donc il y a une approche vraiment intéressante dont il va nous parler. Et avec Alexis, on va être sur quelque chose qui va élargir un petit peu plus le sujet. Parce que tout à l'heure, on faisait un atelier sur la communication de crise. Et forcément, une contrainte est souvent le résultant d'une crise. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise et que pour éviter que cette crise se reproduise, on met en place une contrainte. Et là, sur Alexis, c'est encore différent. C'est-à-dire que c'est une contrainte qui, normalement, n'aurait pas dû en être une sur ton territoire, notamment tout ce qui est lié au stress hydrique, et qui s'avère en devenir une, tout simplement parce que les médias se trompent en parlant de ce sujet-là et utilise ta destination pour illustrer un état de fait qui n'est pas en fait un état de fait réel sur ta destination. Donc là, on va voir comment dealer avec les médias, comment traiter avec les médias, comment est-ce qu'ils font, eux, pour mettre en face de cette déformation de sens des faits, comment ils se sont organisés, quelle force de frappe ils ont pu développer. Donc une fin d'atelier qui ouvrira un petit peu plus, mais qui reste très intéressante comme tous les retours d'expérience. Voilà, je vais laisser la parole directement à notre duo de choc, les Gigi, Jean-Marc et Julien. Je vous passe la télécommande aussi, ça sera fait. Hop, gros bouton pour passer les slides. Et je vous laisse commencer. Ça marche ? Merci. Ouais, c'est bon. Ça marche. C'était OK. Merci. Déjà, juste me présenter du coup, parce que tu t'as dit non, mais tu t'expliques pas qui on est en fait. Mais non, oui, je vous laisse faire. En même temps, je ne me suis pas présenté non plus, tu vois. C'est un concept. Ok, ça marche. Donc, je suis Julien Auret, je suis le responsable du pôle communication et ingénierie au comité régional de tourisme. Déjà, ce que je voulais juste te dire avant qu'on intervienne en duo, déjà que on est dans une région quand même où la contrainte, elle est réelle, et notamment les contraintes naturelles, parce qu'on va beaucoup se focaliser là-dessus. Sur les contraintes naturelles, on est sur une terre quand même où on a le risque inondation, risque sécheresse, risque incendie, séisme également, tsunami aussi. On a un peu tout dans cette région en fait, hein, soulèvement argile aussi, qui est un risque assez important. Donc forcément, on y est soumis en permanence. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut se tenir prêt, parce que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment de l'année. Je pourrais parler des avalanches aussi pour la partie Alpes. Voilà. Ça, c'est aussi le point de départ, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Parce que forcément, quand on accueille du public sur notre territoire, il faut qu'on puisse aussi les sensibiliser en temps réel sur des phénomènes qui peuvent être dévastateurs à certains moments. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on a proposé à Jean-Marc en fait, d'intervenir ensemble. Enfin, on s'est proposé mutuellement sur des interventions, parce que au niveau du CRT, des espaces naturels protégés, on travaille régulièrement main dans la main sur un certain nombre de dispositifs. Donc ça, c'est plutôt chouette, et on essaye de
de travailler à la fois sur des logiques de mesure, mais aussi sur des logiques d'équipement, d'aménagement, mais aussi et surtout de communication, comme c'est l'objet de cet atelier. Donc ça, c'était important parce que je voulais le rappeler, le pourquoi du comment sur cet atelier. Notamment avec Jean-Marc, Jean-Marc, je vais te laisser te présenter avant qu'on aille un peu plus loin. Merci Julien. Bonjour, Jean-Marc Prieur, moi je suis chargé de mission de tourisme durable et référent de la marque Esprit Parc National au Parc National de Port-Cros. En effet, Julien m'a proposé de faire cette présentation avec lui, puis suite à toutes les actions qu'on mène ensemble, je trouvais ça assez intéressant. Pour le parc de Port-Cros, c'est intéressant aussi de prendre ce prisme, parce que, par exemple, si on doit le comparer avec un territoire qui est un peu similaire au nôtre, qui est le parc national des Calanques, et qui, sur ces questions, a fait des choix qui ont beaucoup été entendus dans les médias ces dernières années, en passant par le démarketing, puis par la stratégie de contingentement. En fait, nous, on n'est pas tombé dans ces choix par rapport aux contraintes, et on a plutôt essayé de pas vouloir diaboliser notre territoire, mais quand même de mettre des mesures en place qui permettent de maintenir une fréquentation, tout en ayant des aménagements qui vont bouger, en ayant des actions convergentes, un cumul d'actions convergentes par rapport aux différentes problématiques de fréquentation que je vais pouvoir vous présenter. Ce qu'on a voulu faire avec Jean-Marc, c'est peut-être plus diffuser des conseils, des choses, ou en tout cas des exemples, des bonnes pratiques qui nous paraissaient bien, soit des choses qu'on a mis en place parce qu'on trouvait intéressantes. Alors tout ce qu'on met en place, c'est pas forcément toujours... on fait des essais aussi des fois, mais il y a des choses aussi qui marchent. Et puis aussi des exemples d'autres territoires, d'autres structures qui nous paraissaient aussi intéressants. Et ce qui est chouette avec Jean-Marc, c'est que lui, il va avoir une expérience très terrain, donc sur des choses très concrètes qui ont été implantées sur le territoire du parc. Un exemple qui a été évoqué ce matin par Véronique Vidal, pour ceux qui étaient à l'atelier sur la communication éco-responsable, c'est la campagne qu'on a menée sur On a tous besoin du Sud. Alors je reviens très rapidement, je ne vais pas faire la redondance par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Véronique. Juste vous dire qu'on avait une campagne effectivement générique touristique qui était On a tous besoin du Sud. Et en fait, on a voulu, pour donner une résonance plus importante à cette campagne, en fait, diffuser d'autres messages qui nous paraissaient importants auprès des publics touristiques. C'est comme ça qu'est née la campagne, notamment On a tous besoin de nature, où là, l'objectif, c'était de montrer justement tout le patrimoine naturel qu'on avait en région et son importance, et surtout la nécessité de pouvoir le respecter. Quand on a monté cette campagne, on sortait du Covid, et je ne sais pas si vous vous souvenez, si tout le monde s'en souvient, pardon, mais on était tous contents en fait de pouvoir retourner en milieu naturel, et c'est vrai qu'on a connu à cette période-là une hausse de fréquentation assez importante. Jean-Marc pourra encore mieux en témoigner que moi sur la sensation de terrain. Donc on a monté cette campagne qui était donc On a tous besoin de nature, sur lequel on a diffusé d'autres messages. On a tous besoin d'explorer. Là, le message, c'était de se dire aussi explorer dans le sens premier du terme, c'est-à-dire de ne pas aller tous aux mêmes endroits, mais d'aller visiter justement des sites qui étaient moins connus. On a tous besoin de bien vivre ensemble, parce qu'on constatait aussi sur le terrain des conflits d'usage. Et puis également, on a tous besoin d'être responsables et d'adopter en fait les bons gestes quand on est sur ces territoires, notamment le tri des déchets, etc. Donc cette campagne-là, elle a été importante à deux niveaux. Le fait effectivement de profiter de la résonance de la campagne touristique, mais aussi pour que derrière, il y ait une réappropriation par les espaces naturels pour contextualiser ces messages. Donc vous avez devant les yeux les adaptations qu'on a pu faire sur notre territoire par rapport à cette campagne-là, et notamment le cas de la découverte. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de modifier un petit peu notre discours vis-à-vis des visiteurs. On a longtemps beaucoup focalisé sur les interdictions, où vous rentrez dans un parc national, donc au début on commence par leur dire vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, et aujourd'hui on essaye de faire évoluer cette communication auprès des visiteurs en les accueillant déjà, puisque de toute façon ils sont là, hein, c'est pas comme s'ils n'allaient pas venir si on les accueille mal, et on essaye de les accueillir et de leur montrer déjà ce qu'ils peuvent faire sans pour autant oublier les interdictions. Et par contre, en focalisant sur l'offre de découverte qui va permettre
de limiter les impacts parce que cette offre de découverte, c'est nous qui la qualifions et c'est nous qui l'organisons. Donc notamment autour d'un des thèmes sur l'exploration, sur la découverte, on a la chance d'avoir des sentiers sous-marins sur notre territoire, un réseau de 9 sentiers sous-marins. Et pour un territoire qui a été l'un des premiers parcs marins d'Europe, c'est assez intéressant de pouvoir utiliser cette randonnée subaquatique pour découvrir très simplement avec des moyens et du matériel accessible, pour découvrir la faune et la flore sous-marine. Donc sur le côté découverte, on a voulu le décliner sur cette thématique-là. Et sur le côté vivre ensemble, on a personnalisé le sujet sur l'une des thématiques problématiques sur Porquerolles, qui est la cohabitation entre les vélos et les piétons. Et donc on a voulu montrer que c'était possible de continuer à avoir les deux usages et d'avoir des photos qui l'illustrent pour le mieux. Et juste pour compléter, parce que c'est vrai que moi, quand on a travaillé ensemble, c'est ce qui m'a, sur notre premier échange, c'est ce qui m'a étonné, c'est qu'effectivement, bien se mettre en tête que toi, tu n'es pas une destination, tu es un parc national. Donc en fait, effectivement, normalement, en tant que parc national, j'ai envie de dire, l'activité touristique est un problème par rapport à la mission qui t'a été confiée de préservation d'un espace. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'approche que vous avez, c'est que vous n'avez pas pris l'activité touristique comme une contrainte, vous l'avez pris comme une variable, en fait, comme un élément à intégrer dans votre démarche de protection. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper positif, d'hyper constructif entre vos deux travaux, qui normalement vous pourriez avoir des missions qui sont des missions presque opposées, conflictuelles, j'ai envie de dire. Et en fait, vous arrivez, enfin, notamment du côté du parc, je trouve qu'il y a un très beau travail qui a été fait de dire le tourisme est là, le tourisme est une activité de ce territoire à part entière, je suis là pour le protéger, mais je dois le prendre en compte. Et du coup, ça donne des choses très positives. Ouais, donc tu le présentes bien, mais la réalité, c'est que quand même très longtemps, on l'a quand même pris comme une contrainte. Il y a eu une modification de la loi qui a étendu notre territoire, qui au départ était que sur l'île de Porquerolles, maintenant qui comprend 2 cœurs de parc sur l'île de Porquerolles et sur l'île de Porquerolles, donc avec un contexte qui, je parlais des calanques, qui n'est pas du tout le même qu'eux. C'est d'ailleurs pour ça que les choix ne sont pas les mêmes non plus. Nous, il faut accéder en bateau sur nos cœurs, donc il y a déjà, entre guillemets, un levier sur lequel on peut agir. Et puis on n'a pas 2 millions de personnes qui fréquentent tous les week-ends des petites calanques secrètes non plus, quoi. Donc voilà pourquoi on n'est pas parti sur les mêmes choix non plus. Et sur ce côté, est-ce qu'on est une destination? Comment est-ce qu'on prend le tourisme? En effet, on est un parc. Donc avant tout, notre mission prioritaire, et notamment jusqu'à cette nouvelle charte suite à la modification de la loi sur les parcs nationaux, c'était focaliser beaucoup sur la protection. Cette loi nous a aussi amené sur le terrain de la conciliation avec les activités économiques. Donc il a bien fallu composer avec ça. Notre territoire est quand même historiquement un territoire qui a un ADN d'activité touristique, très souvent lié à un tourisme de masse et de qualité médiocre, ce qui est en train de changer actuellement. Et on a essayé de s'inscrire là-dedans. Et sur le côté destination, ce nouveau territoire, on l'appelle destination parc national de Porquerolles, parce que justement, ce n'est pas que les îles, et c'est également toute l'aire d'adhésion qui est sur le littoral. Je vais essayer de ne pas trop traîner. Ouais, juste un... Pardon Vincent. Non, je t'en prie. Non, je disais juste un dernier point sur cette campagne. Donc, c'est vrai que sur ce premier point stratégique qu'on a mis, donc fédérer, accentuer l'effet viral, une campagne comme ça, on peut avoir un concept sympa, vouloir créer de la résonance. Si derrière on n'a pas un plan média qui tient la route, on n'existe pas en fait. Les messages ne sont pas diffusés. Ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a eu tout l'effet viral. Il y a d'autres espaces naturels qui se sont appropriés ces messages. Je vois qu'il y a Sophie du parc du Mercantour qui est là. Le parc national du Mercantour également a décliné ces messages pour mettre en situation sur son territoire. Mais on a eu aussi un plan média avec un plan média cross-canal, avec de la communication sur les réseaux sociaux, sur du SMA tout simplement, mais également sur des campagnes influenceurs. Big up d'ailleurs à Mélodie Reynaud qui est présente parce que les équipes marketing du CRT campagne notamment ont bien bossé. Et également aussi tout un plan média parce qu'on a la chance de pouvoir aussi très bien travailler avec la direction de la communication de la région qui nous a mis à disposition des espaces d'affichage dans les TER, également sur les abribus et du coup grâce à cette force du collectif on a pu vraiment monter un plan média qui tenait bien la route et également avec les médias locaux. De toute façon, c'est ce qui transpire, c'est comme dans la com de crise tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le collectif qui va faire la force. Si tout le monde tire dans le même sens avec le même objectif et que tu as un bon message avec une campagne bien pensée, voilà, c'est gagné, quoi.
Je vais reprendre juste un petit peu de temps parce que là-dessus, sur ce sujet, il faut quand même que je ramène un peu de contexte. Tu parlais de notre façon d'appréhender le tourisme. En interne, c'est des choses qui évoluent, mais on n'est pas non plus dans la structure parc national tous sur cet aspect-là. On a un vrai rôle de protection et ceux qui l'ont sont vraiment soucieux de le mener à bien. Voilà, donc c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, en effet, le tourisme est une des parties prenantes de notre activité, on doit faire avec. On le régule quand il devient trop... c'est votre rôle. Hein, ouais. Voilà, exactement. Mais en effet, voilà, nous, il y a quand même une grosse activité économique sur le territoire et c'est important de pouvoir faire avec ça, quoi. Très bien. Bon, si je vous ai fait perdre du temps, je suis désolé, vas-y, enchaîne. Non, pas de souci. C'est juste, nous, on a été un peu lent sur le premier point. On va pouvoir aller plus loin. Donc, premier point clé pour nous, c'est fédérer et accentuer l'effet viral pour communiquer positivement, justement. Deuxième point clé, des fois, il ne faut pas hésiter à contraindre, contrôler, expliquer. Je vais reprendre l'exemple des calanques. Pourquoi ? Parce que tout le monde en parle, mais en fait, dans les faits, il y a peu de gens qui rentrent dans le détail. Ce qu'ils ont fait, les calanques, c'est l'expérimentation qu'ils ont menée sur Sugiton, pour que vous ayez quand même quelques chiffres clés, je trouve ça bien. Moi, je suis plutôt partisan qu'à un moment donné, à titre personnel, je n'engage pas du tout ma structure, mais quand on a vraiment des vraies contraintes, des vrais risques en fait, sur la biodiversité, mais également en termes de surfréquentation, sur l'érosion du milieu, il faut pouvoir prendre des mesures. En France, on a un peu de mal parce que c'est vrai qu'on a une culture de l'accès à la nature pour tous, là où d'autres pays n'ont pas ce problème-là en fait. Donc c'est vrai que Sugiton a été assez précurseur quand même là-dessus l'année dernière en France. Juste quelques éléments que les gens n'ont pas forcément en tête. Cette expérimentation, elle a coûté 90 000 € sur une petite dizaine de semaines. 90 000 € qui ont été principalement affectés à des charges de personnel pour les contrôles. Il y a effectivement la technologie, mais qui est très simple sur la réservation, mais sur 12 personnes qui étaient là pour contrôler les arrivées. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils avaient fixé une jauge, puisqu'ils étaient partis sur un seuil d'acceptabilité de visite sur site à 400 personnes, là où parfois ils pouvaient aller accueillir plusieurs milliers de personnes en période estivale. Ouais, c'est ça, combien ? 2500. 2500 en moyenne parfois. Et en mettant une contrainte avec une obligation de réservation à 3 jours avant d'aller directement sur place, finalement, il y avait 400 qui étaient autorisés et en moyenne, ils ont eu 270 personnes par jour. Donc rien que cette contrainte, c'est même pas une contrainte payante, juste une contrainte de réservation avec des moyens de contrôle où globalement, ça s'est plutôt bien passé quand les équipes du parc parlent. Voilà, ça a fonctionné. Voilà, ça a fonctionné et je voulais juste rappeler ce retour d'expérience parce que quand on parle des calanques, on ne rentre pas dans ce détail-là et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces chiffres en tête. 90 000 €, c'est pas rien, mais en même temps, derrière, pour ce que ça a entraîné, c'est important. Et un autre point qui est important, c'est aussi se poser la question à quel moment on doit le faire. Alors certes, il y a plus de flux en été, mais peut-être qu'en termes de biodiversité, c'est important aussi que ce soit étendu au printemps, là où la végétation reprend un petit peu aussi vie. Et ça aussi, c'est important. Donc sur ce côté contrainte, nous on a eu une action de pression et de travail de fond fait par notre direction sur la création d'une loi. Il manquait un outil au maire pour pouvoir réellement contraindre et faire des arrêtés d'interdiction liés à de l'hyperfréquentation. Donc ce premier côté, donc cette loi est passée en 2021. Il y a l'article maintenant qui permet au maire de pouvoir agir. Donc quand on parle des différents leviers, le levier législatif en était un sur lequel on a essayé d'agir. Enfin, sur lequel on a agi. En termes d'action réellement de régulation, ce n'est pas nous qui l'avons porté, mais également on l'a poussé, on était aux côtés de la métropole Provence-Méditerranée pour ça. Ils ont inclus dans leur cahier des charges de la délégation de service public de l'opérateur de navette maritime une jauge qui était issue d'une étude portée par le parc et qui, sur Porquerolles, avait déterminé un chiffre en fonction de la satisfaction client. Parce que paradoxalement, l'objectif était de définir une capacité de charge sur l'impact environnemental, ce qui en fait est impossible à faire, parce que 100 visiteurs qui n'ont pas les bons comportements peuvent avoir beaucoup plus d'impact que 3000 visiteurs qui les ont. Et donc, cette capacité de charge, en fait, était établie, le chiffre a en fait été établi par rapport à de la satisfaction client.
où on se rendait compte qu'en dessous de 4000 personnes, il y avait une forte majorité de personnes qui étaient satisfaites. Entre 4 et 6000, ça commençait à évoluer de manière significative, et au-dessus de 6000, ça devenait plus acceptable. Donc cette jauge a été posée à 6000. Il fallait l'acceptabilité aussi des acteurs économiques et de la population. Donc on est parti sur un chiffre qui est peut-être pas trop ambitieux sur ce premier G, qui peut être amené à évoluer, mais voilà. Oui, mais qui pose des bases saines, acceptables par tout Exactement. le monde. Et aujourd'hui, donc, c'est qui une bonne engage... démarche. Excuse-moi du coup Vincent, mais Ouais. qui engage à la fois l'opérateur principal et une dizaine d'autres bateliers qui spontanément ont signé une charte d'engagement. Ça, c'est un très beau résultat. Ouais. Et enfin, pour adapter, pour vraiment aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure en introduction, pour adapter l'activité par rapport à une capacité acceptable, on avait une forte détérioration de l'herbier de Posidonie qui était dans la baie de Porquerolles, au niveau de Bagot. Et là, il y a eu une action d'aménagement forte en 2020 pour amener des bouées et donc limiter à la fois l'impact sur l'herbier de Posidonie, limiter le nombre de bateaux au mouillage, donc l'intégration paysagère de cette activité de plaisance individuelle qui parfois était vraiment qui faisait perdre le caractère du site. Qui dénaturait le site. Complètement. Et avec une politique tarifaire, puisque les bouées sont gratuites la journée, et par contre réservation obligatoire et payante pour la nuit, et une politique tarifaire vraiment très, avec une croissance hyperbolique en fonction du nombre de jours restés, pour ne pas avoir des bateaux ventouses qui pouvaient justement venir Ça, passer. c'est intéressant, parce qu'en fait, Voilà. tu prends en place ce qui est habituellement une technique marketing de dire tu restes une nuit, c'est cher, tu restes 7 nuits, c'est moins cher. Et en fait, vous inversez le truc. Nous, c'est tu restes une nuit, c'est pas cher, tu restes 7 nuits, c'est très cher. Une nuit x 1, 2 nuits x 2, 3 nuits x 4 et 4 nuits x 8. Voilà. C'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est presque du nudge marketing, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais comprendre par le tarif que laisse tomber, tu vas pas rester 6 jours là, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, la contrainte, tu l'intègres complètement à ton offre, à sa tarification, et du coup, tu n'as même pas besoin d'imposer la contrainte, elle se fait d'elle-même, en fait. Enfin, elle se vit naturellement, quoi. Comme quoi, tu peux faire du yield management pour d'autres raisons que de mettre le prix au meilleur moment et optimiser ton chiffre d'affaires. Tu peux mettre aussi le yield management au service des espaces naturels, quoi. Exactement. Juste que je voulais juste te dire avant, pardon, excusez-moi. Hop. Ce qui est important là-dedans aussi, sur ce message-là, je terminerai juste là-dessus, c'est expliquer. En fait, il n'y a rien de pire en fait, d'avoir des contraintes et en fait, qu'elles ne soient pas communiquées. C'est comme le principe où, le meilleur exemple, c'est la SNCF. Quand votre train est en retard, vous êtes presque prêt à l'accepter. Si on vous le dit à l'avance, c'est qu'on vous explique. Mais quand vous n'avez pas d'information de la part de la SNCF, c'est là en général que vous pétez un câble. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que si on ne prend pas le temps d'expliquer ces contraintes-là, de bien communiquer, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en appui, c'est-à-dire d'aider aussi le parc en mutualisant des moyens en communication pour aller justement aller expliquer ces contraintes-là au plus grand nombre. Et là, l'avantage que tu as, c'est que souvent on dit, pour expliquer ce genre de choses, l'idéal c'est la pédagogie, mais on a du mal quelquefois à aller adresser un message de pédagogie à des gens qui sont juste venus profiter, en fait. Et je pense que là, la collaboration entre vos deux structures, ça aide ça, parce que toi, tu as une capacité à savoir communiquer vers un public cible de type touriste, et toi, tu as des éléments à faire valoir qui sont des éléments concrets de protection, et que normalement, à vous deux, vous êtes en capacité de créer un message ou de déployer une opération de communication qui peut apporter cette pédagogie de manière ludique et acceptable par la population. Complètement. La chaîne complète, il faudrait quand même associer également l'agence de développement touristique départementale et les offices de tourisme qui sont en relation directe avec les visiteurs. Mais je trouve, encore une fois, ça montre que le collectif est souvent la solution, quoi, si c'est pas tout le temps. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as teasé, tu vois. On parlait des comportements, mais ça a été évoqué pas mal sur le nudge. Juste 2 outils. Alors, il y a un outil qui a été présenté par Véronique ce matin aussi, qui est le kit éco-geste de la Bretagne. Ce que je voulais juste dire en complément sur ce kit-là, pour ceux qui étaient à l'atelier. Donc, c'est un kit éco-geste qui est super intéressant dans la démarche qui a été menée par le CRT Bretagne avec l'ADEME. C'est qu'ils ont fait un effort de segmentation des kits en fonction des prestataires d'activité. Et ça, c'est très rare, c'est-à-dire que souvent, on s'adresse souvent aux hébergeurs sur ces kits. Là, la Bretagne est vraiment allée sur... Alors, nous, on l'a étudié en interne pour voir est-ce qu'on ne peut pas le reproduire. On a essayé
d'avoir des accords avec le CRT-Bretagne, c'est plutôt en bonne voie, mais on a besoin d'adapter les choses au niveau graphique et on bosse bien avec eux, on a beaucoup d'échanges avec les autres CRT. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce kit, c'est vraiment, ils ont utilisé des techniques nudge pour essayer d'influencer le comportement, comme des petits stickers vraiment pour inciter vraiment à tout de suite éteindre les robinets, remplissage d'eau qui t'incite, qui agit sur ton cerveau pour t'inciter à tout de suite éteindre les robinets. Je vous invite à aller le voir, on a mis les liens dessus, donc il est vraiment sympa. Juste vous dire qu'il y a un kit aussi inspiré de celui-ci qui s'adresse aux hébergeurs, qui a été développé par l'ADEME au niveau national, qui est inspiré de ce kit-là. J'en dis juste 2 mots parce que nous, on va aider au déploiement de ce kit-là cet été au niveau du CRT en finançant en fait, l'envoi de ces kits aux structures d'hébergement qui sont intéressées. Voilà, donc l'idée, c'est juste de vous dire à travers ce deuxième kit que des fois, il ne faut pas chercher à réinventer des choses qui existent déjà, mais voir comment on peut les adapter. On a beaucoup à s'inspirer de ce que font les autres. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre à chaque fois. Et dans la continuité, nous, on a réalisé justement une opération conjointe avec le parc des Calanques. Pendant 3 ans, on a fait une opération qui s'appelait Mer sans plastique pour lutter contre la pire source de pollution marine, qui est le plastique, et notamment les plastiques à usage unique, qui n'étaient pas réglementés au moment où on a commencé cette opération, qui n'étaient pas interdits. Et on a réalisé avec le parc des Calanques un kit pique-nique zéro déchet, avec des choses. Alors on a bien vu que malgré des efforts de sourcing, on n'est pas toujours sur des solutions qui sont forcément toutes bonnes, même sur le coton bio, on en parlait dans d'autres ateliers, mais en attendant on a essayé d'être sur du français, du bio. En plus on sortait sur cette opération-là, on sortait du confinement, et il y avait un gros... on focalisait beaucoup justement sur la provenance des matières premières et de ce qui était réalisé. Ce qui est intéressant dans ce genre d'opération-là, c'est qu'en fait, ça sensibilise en fait. Tu vois un kit pique-nique zéro plastique, même si tu ne l'utilises pas pour une raison X ou Y, ça te remet dans la tête la problématique du plastique, de ton pique-nique, de ton comportement, de l'impact que tu peux avoir sur quelque chose qui paraît aussi anodin qu'aller manger avec tes enfants, tu vois, dans un espace naturel. Donc même si, parce que souvent on dit ça, c'est-à-dire que oui, vous avez monté tout ce kit, mais combien vous en avez distribué, c'est pas grave en fait. La question c'est juste que tu remets le sujet dans la tête des gens régulièrement, et que c'est là-dedans que de toute manière, la répétition, ça marche, quoi. C'est ça. On avait 2 objets, enfin je vais focaliser juste sur 2 objets. Un qui était un bocal, en fait, on a regardé pour des lunchbox qui coûtent la peau du cul, avec des choses qui viennent forcément d'Asie dans la composition de la lunchbox, enfin du moins au moment où on a regardé. Et du coup, on a pris un simple bocal en verre, et à l'intérieur le document de message qu'on a mis à l'intérieur, on a dit aussi, bon là on vous montre que ça va dans le sens de ce que tu dis, on vous montre que ça existe, mais en fait il n'y a pas besoin d'acheter des trucs extraordinaires. Vous réutilisez un bocal à la maison et ça fait aussi bien l'affaire, quoi. Et ensuite on avait un deuxième objet qui était un peu la star du kit, qui était un kit de couvert en canne de Provence, qui a été fait à 10 km de l'endroit où on est, avec du déchet de canne de Provence, donc qui était recoupé pour pouvoir avoir un kit de couvert. Excellent. Alors, c'est vrai que quand on s'est penché sur ces questions-là, on s'est aussi posé beaucoup de questions. On a fait un petit benchmark. Je vais passer très rapidement sur ce point-là. Et on a regardé un petit peu des campagnes qui nous inspiraient et qu'on trouvait un peu sympa. Donc, j'ai gardé ce travail-là et puis je les ressors. J'ai mis cette campagne-là que je trouve très bien, qui a été initiée par le PNR des Pyrénées catalanes et qui a été repris par la Fédération des PNR. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. En fait, ils ont fait pas mal de jeux de mots en reprenant des chansons françaises. Alors, vous voyez le premier, donc sur le message, c'est ne me quitte pas, aucun déchet n'a de place dans la nature. Et vous voyez, il y a un certain nombre de chansons. Et si vous voyez bien et que vous regardez les chansons, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont pris des références assez multigénérationnelles pour pouvoir toucher un large public. Au-delà des jeux de mots, et qu'elle est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup cette campagne, je la trouve très stylée. Voilà, ils ont pris vraiment différents artistes, donc voilà, Jacques Brel, Aya Nakamura, que j'adore personnellement, non je plaisante, et chacun sa route, chacun son chemin, et puis tonton David, et puis NTM, donc c'est ça qui est intéressant dans cette campagne, c'est qu'il y a un effort vraiment d'aller toucher tous les publics, et elle est vraiment sympa. Ce qui est juste dommage, je reviens à ce qu'on disait en introduction, c'est que cette campagne était vraiment sympa, mais il y avait un plan média qui était vraiment ledge,
Et du coup, cette campagne, elle a été très peu connue et très peu médiatisée. Et franchement, elle était chouette. C'est pour ça que c'est important, tu le montrais tout à l'heure sur un des visuels pour les calanques, de déployer le message aussi sur site. Parce que là, tu as un coût en fait, qui va être moins important que passer par les grands médias. Quand tu es sur des choses comme ça, tu vois, qui sont de la consommation territoriale, c'est-à-dire que tu as un message à faire passer au moment où le territoire est consommé, suis les sentiers, ferme les barrières, etc. Le mettre sur site, ça te permet de limiter le coût nécessaire en investissement média et de toucher des gens qui sont directement impliqués par ça, quoi. Et si tu as un message en plus positif, parce que là on le voit, tous les exemples que tu prends, c'est quoi? C'est de la communication positive. C'est-à-dire ne donnez pas la leçon aux gens, essayez de trouver un truc qui les fasse sourire et qui laisse passer le message un peu tout seul, quoi. Ouais, alors celle-là, elle provoque. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle des réserves naturelles de France. C'est pour sensibiliser au changement climatique et son impact sur la biodiversité. Donc c'est la campagne Tous à poil. Ils ont plein de déclinaisons comme ça. Alors en tant qu'institutionnel, je sais pas, il faudrait que je demande à mon directeur qui est dans la salle s'il serait prêt à faire une campagne de ce type-là. Mais voilà, c'est très provocateur, mais en tout cas le message y passe. Ça interpelle, ils ont plein de visuels comme ça avec plein de messages en déclinaison. Moi je trouve que ça marche bien. Ça peut choquer. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'accepter ce type de message. Mais en tout cas, ça marche, ça percute et les gens ont compris, quoi. Tu veux réagir là-dessus? Un autre élément qui est important par les plans médias, c'est aussi choisir les bons leviers. Je reviens vite fait parce qu'on en a pas mal parlé de l'expérimentation. C'est même plus une expérimentation parce que ça fait 3 ans qu'on travaille avec Waze. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec Waze? Là, pour le coup, c'est de pouvoir communiquer en temps réel sur le lieu de séjour aux clients. Donc, c'est un des rares leviers qui permet, parce que Waze, c'est quand même 17 millions d'utilisateurs en France, c'est un des rares leviers qui permet de toucher le client et le visiteur quand il est sur place. Donc là, pour le coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est utiliser les leviers publicitaires, soit les pictos que vous voyez donc, qui apparaissent quand vous utilisez l'application et qui est à proximité, soit les takeovers. Les takeovers, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les formats, vous êtes à l'arrêt, ça prend un tiers de l'écran et ça vous met un message de pub. McDo le fait très bien, par exemple, quand vous êtes en ville, il est 19h, une petite faim, et vous avez juste à cliquer sur le bouton y aller, et ça vous conduit au McDo le plus proche. Ça, c'est les takeovers. Et puis le search, tout simplement, pour aller essayer d'optimiser les résultats de recherche et notamment faire ressortir les points d'intérêt qui sont importants pour vous. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'aller utiliser, et on a mené une dizaine de campagnes avec des espaces naturels protégés, dont certaines avec le parc national de Port-Cros. Jean-Marc, si tu peux contextualiser. Un cas tout simple, en fait, on a écouté entre guillemets les conseils du CRT et du prestataire qui les accompagnait, et on a essayé de faire un message très simple, puisqu'on est en voiture, on va vite, on n'a pas forcément le temps de voir ce qui arrive. Donc nous, notre problématique, on en a déjà un peu parlé, c'est la fréquentation sur Port-Corolle. Cette fréquentation, elle est importante, mais elle génère aussi des problèmes de stationnement, des problèmes de circulation. Donc on a essayé simplement de décaler le lieu de stationnement et d'amener les personnes à utiliser le transport en commun dès l'entrée de la presqu'île de Gien pour se rendre à l'embarcadère. Juste un autre cas d'usage, si tu peux en dire 2 mots, alors qu'on a très peu expérimenté, mais qui peut être aussi intéressant sur du Waze. On a essayé l'année dernière de décliner cet outil sur le risque incendie. Et du coup, de pouvoir les jours où on passe en risque très sévère ou extrême, de pouvoir déclencher des messages parce que les conditions de circulation sur les îles notamment, à pied se transforment et sont voire très très réduites, quoi. Et puis, sans dire que s'il y avait des incendies qui se déclarent sur les îles au moment où on est avec des niveaux de fréquentation importants, c'est des choses qui nous font peur chaque année et on va recommencer à avoir peur dans quelques jours. Voilà, donc on a essayé d'utiliser ça. C'est un peu difficile par rapport à la temporalité en fait, de l'alerte du niveau de risque qui est communiqué à 18h par la PREF la veille. Et en fait, pour pouvoir... en fait, on va toucher les gens au moment où ils ont déjà décidé, voire déjà pris le ticket de bateau. Donc, en fait, c'est un peu tard. Bon, après, il y a eu un autre problème, c'est que l'année dernière, les îles ont été en risque qu'un seul jour. C'est pas un vrai problème. Mais pour tester le dispositif Waze là-dessus, du coup, ça n'a pas été trop performant. Juste un point technique important sur les takeovers, donc ces formats-là publicitaires, c'est du ciblage géographique. En fait, vous déterminez un point
central avec un rayon autour duquel vous allez diffuser le message. Et Waze, en fait, il y a une part de voix. Donc, si vous êtes seul annonceur, vous avez 100% de part de voix sur les créneaux que vous avez choisis. Par contre, après, vous êtes confronté à d'autres annonceurs sur la même zone qui ont choisi de faire de la pub. Bon, ce qui n'était pas forcément le cas suivant les zones sur lesquelles on était. Ouais, c'est un système d'enchères après. Un autre exemple sur lequel on pourrait tout à fait partir sur de l'interdiction, hein, un des autres usages qui posent des problèmes de fréquentation sur le parc de Port-Cros, c'est la plongée. On a des sites de renommée internationale avec des vraies cases à cocher pour des plongeurs qui viennent dans le coin, et on sait très bien, à l'exemple de la Gabinière, pour ceux qui connaissent, que voilà, c'est un site où les personnes qui viennent plonger, ils vont aller à la Gabinière. Ils sont venus pour ça, donc dans la semaine, ils le feront obligatoirement. Donc ça pose des problèmes de volume de fréquentation et donc de préservation des milieux. Par contre, le choix qu'a fait le parc national depuis quelques années, il était sur une charte qui était signée par les plongeurs. Là, on est passé sur un règlement pour donner un caractère un peu plus officiel, un peu plus dur. Mais en fait, en termes d'effet, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, ce règlement, il est obligatoire. C'est-à-dire que sans la signature de règlement, la plongée est interdite en cœur marin de parc national. C'est ce qui donne l'autorisation, et par contre ça oblige le plongeur à s'engager, à signaler ses plongées, à informer sur le suivi de ce qu'il fait. S'il voit des anomalies en termes de faune-flore, il doit s'engager à en informer le parc et à faire un bilan de fin d'année, à participer à une réunion bilan de fin d'année en groupe de travail avec le parc. Donc on a développé l'outil Capel, qui est le carnet de plongée en ligne, qui permet de passer par la voie numérique pour pouvoir faire cette déclaration, obtenir cette autorisation. Ça, c'est intéressant parce que ce que tu dis aussi, c'est que vous faites de la personne à qui tu es censé poser la contrainte, en fait, tu en fais un acteur de la préservation du territoire. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est Véro qui me parlait d'un autre exemple hier, où elle était allée, je ne sais plus quel pays c'était, mais où ils avaient des problèmes en fait, de touristes qui faisaient des selfies avec des animaux sauvages. Et que ça posait des gros problèmes au niveau de la faune, parce qu'ils les nourrissaient justement pour les garder avec eux, etc. Et en fait, ils avaient fait une opération qui était, tu arrivais dans le lieu, et il y avait des peluches de différents animaux, et tu faisais ton selfie avec la peluche. Et tu avais un hashtag à utiliser pour dire en gros que tu protégeais. Donc en fait, tu reproduisais le même comportement, mais au lieu d'en faire un comportement en problème, tu en fais un comportement qui promeut une solution. Et là, il y a aussi quelque chose de ça, en fait, en faisant de l'usager qui potentiellement était un problème et à obliger, entre guillemets, à provoquer la mise en place de ce règlement, tu lui donnes un rôle de veilleur, en fait, quelque part, qui le valorise, en plus de lui permettre de plonger. Et ça, je trouve que c'est très malin. Après, il faut être réaliste par rapport au nombre de plongeurs et à l'activité en elle-même. Si on voulait surveiller, contrôler et sanctionner, en fait, on n'y arriverait pas, quoi. Donc, c'est aussi un moyen réaliste d'arriver à concilier l'usage existant et la préservation des milieux. Juste pour terminer là-dessus, juste un dernier point. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur cette communication éco-responsable. Ça a été un fil conducteur important de ces 2 jours en fait, là-dessus. Moi, il y a cette source que je regarde régulièrement, que je trouve très bien. Alors, il y a effectivement l'ouvrage de Daniel de ce matin, mais il y a aussi le site de la communication responsable de l'ADEME. Si vous ne le connaissez pas, vraiment, il vous donne plein de clés très opérationnelles sur tous les leviers de communication, sur la publicité, sur l'événementiel, sur l'éditorial également. Comment tu peux avoir une politique éditoriale plus responsable. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site-là qui est régulièrement mis à jour. Ils ont aussi un ouvrage si vous préférez aussi avoir le papier. Mais voilà, pour moi, c'est un peu la Bible aussi de la communication responsable. De toute façon, pour tous les sujets liés au durable, au soutenable, le site de l'ADEME, quel que soit le point d'entrée, ça reste un incontournable. Merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. Merci d'avoir fait ça à 2 voix. Et merci de nous avoir proposé de le faire. Je vous remercie. Ça a été très agréable. Monsieur Alexis. Allons-y. Donc, je vais vous exposer un petit peu ce qui s'est passé sur la destination de Serponçon l'été dernier, et puis l'année qui s'en est suivie, et comment la contrainte a clairement influencé notre manière de s'adresser à nos publics et de la communication.
Alors, ce qui est important, c'est de comprendre quand même les fonctions régaliennes du lac de Serpenson pour bien situer ce que je vais vous exposer. C'est que le lac de Serpenson, sa naissance, sa création, c'est pour pouvoir gérer des crues calamiteuses, puisqu'elles étaient dévastatrices sur une bonne partie de la Haute-Provence. Puis c'est greffé le projet de barrage pour produire de l'hydroélectricité, c'est greffé également l'irrigation de toute la Provence par le canal de Durance qui se jette en partie dans l'étang de Berre, en partie dans le Rhône, et également pour l'adduction en eau potable de la métropole Aix-Marseille. Donc toutes ces fonctions en fait sont vraiment celles qui régissent Serponçon, mais le tourisme est venu se greffer. Il n'est pas régi dans sa loi, c'est-à-dire que le niveau du lac de Serponçon n'est pas pensé pour le tourisme, mais on doit traiter avec. Ça, c'est super important parce qu'on a un biais, nous qui travaillons dans le tourisme, c'est qu'on voit en fait tout site touristique comme avant tout un site touristique. Alors que la plupart, quand on parle d'espaces naturels, la plupart des sites touristiques qu'on considère comme des sites touristiques ne sont pas en premier lieu des sites qui ont pour destination l'exploitation touristique. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et là, le lac, je trouve un très bon symbole de ça. Le tourisme, c'est une option qui s'est rajoutée à la fin sur le lac. Alors, il s'avère que c'est celle qui crée le plus d'emplois locaux et non délocalisables. Mais pour autant, c'est le dernier usage, j'ai envie de dire, du lac. Oui, l'économie touristique de ce bassin-là ne pèse clairement rien à côté de ne serait-ce que toute la chaîne agricole qu'il y a sur le long du canal de la Durance. Voilà, bon, quelques petits chiffres qui permettent de situer le volet touristique justement de la destination. Mais il s'est passé quand même quelque chose l'année dernière qu'on a tous connu, c'est-à-dire qu'on a eu un déficit de précipitations. Donc, vu que le lac est sollicité l'hiver pour la production d'énergie, on s'est retrouvé au printemps en fait avec une problématique forte dans la mesure où les stocks de neige n'ont pas pu permettre de remplir le lac de Serponçon pour la première fois de son histoire. Donc on s'est retrouvé avec une compatibilité touristique qu'on définit à moins 5 mètres par rapport à son niveau maximal qui n'était pas opérationnel. Et comme vous voyez sur la dernière ligne, en fait, on est passé de moins 6 mètres début juin à moins 22 mètres fin août. Donc moins 22 mètres, c'est à peu près le marnage qu'on connaît l'hiver quand on produit de l'électricité. C'est pas celui qu'on connaît l'été en théorie. Donc on a dû, à partir de ce constat-là, apprendre à communiquer. Et les premiers qui ont communiqué, ce ne sont pas nous malheureusement. On a clairement, collectivement, sur le bassin de Serponçon, où il y a pas mal d'acteurs, il y a EDF, il y a un syndicat mixte qui gère tous les aménagements, ce genre de choses. Et nous, en tant qu'office de tourisme, si vous voulez, début juin, on n'était même pas conscient en fait, de la catastrophe qui s'annonçait. On avait assez peu d'informations qui nous arrivaient. Et donc là, je vous ai mis quelques articles de presse parce que ce qui s'est quand même passé, c'est que la sécheresse, en fait, Serponçon est devenu l'image de la sécheresse au début de la crise, en quelque sorte. Après, s'en est suivi le Verdon, la Loire, il y a eu d'autres zones. Et donc, nous, on se retrouve du jour au lendemain, quelque part, avec les clients qui nous tombent dessus, les professionnels aussi, et donc avec une vraie contrainte. Donc, on a lancé une campagne pédagogique, tout simplement. Hein. C'est comme ça qu'on a répondu, nous, c'est-à-dire, attendez, là, il faut quand même qu'on explique ce qui se passe, parce que malgré les chiffres que je vous donne de marnage du lac, on n'a que 3 prestataires d'activité qui n'ont pas pu réaliser leur mission, hein, qui n'ont pas pu être ouvrir au public. Donc il a fallu qu'on explique ce qui se passe. Déjà, donc dans un premier temps, vraiment dire un peu ce que je viens de vous dire, hein, finalement, comment fonctionne le lac et compagnie. On a assumé la situation, on a dit attendez, effectivement, on a un déficit d'eau, on commence l'été dans telle situation, donc du coup, toutes les semaines, on va revenir vers vous pour vous dire quel est l'état, on va dire, de l'exploitation touristique de notre destination. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On a exposé également, parce que exposer, c'est en fait, on est comme pas mal de destinations, ça ne se résume pas au lac de Serponçon en réalité, on est une destination de montagne. Et donc du coup, ça nous permettait d'inviter derrière les gens, au travers de nos prises de parole, à venir découvrir la destination, mais surtout à démontrer ce qu'on pouvait faire. Donc on l'a fait autour de divers moyens. On avait clairement nos réseaux sociaux qui étaient notre prise de parole à nos communautés, mais on faisait également du ciblage sponsorisé pour toucher les bassins de clientèle majeurs. On a de la relation presse pour rectifier le message. Ça, c'était hyper important pour nous parce que le problème, c'est que ce qu'on ne réalise pas peut-être dans ma prise de parole à ce stade-là, c'est qu'il y a des zones du lac qui étaient à sec, mais qui ne représentaient même pas 5% de sa surface, et qui par contre concentraient 100% des articles de presse. C'est-à-dire qu'on avait des photos à peu près de partout, même des reportages directs ou différés, peu importe, qui illustraient le problème de la sécheresse en France par une zone à sec du lac. Paysage que nous voyons tous les ans pour nous, mais pas à cette saison.
On a également, la réponse qu'on a opérée avec nos professionnels, c'est que nos prises de parole en fait passaient par les professionnels, elles passaient pas par l'office de tourisme, c'est-à-dire qu'on a dû bricoler des petits reportages, c'était pas notre métier, on n'avait jamais fait de montage vidéo, jamais d'interview, jamais ce genre de petites choses. Ça a généré d'ailleurs un recrutement décidé au cours de l'été, puisque on se rendait bien compte qu'on n'arrivait pas à répondre à notre mission. On a fait également une page en landing web qui détaillait toutes les conditions telles qu'elles étaient en temps réel, ce qui nous permettait en fait de faire le lien entre web, réseaux sociaux, presse, avec à un moment donné une page pour ceux qui voulaient vraiment se renseigner et organiser leur séjour, savoir comment s'organiser la destination. Donc voilà, ce dispositif multicanal, là c'est l'exemple par exemple sur les baignades, je vous l'ai mis, pourquoi? Parce qu'on a la préfecture des Hautes-Alpes qui a pris des arrêtés d'interdiction de baignade sur les zones habituellement surveillées. C'est-à-dire que sur 90 km de côte, on avait 3 fois 20 mètres de plage interdite, mais le message était impossible à gérer pour nous, parce que c'était interdiction de baignade dans Serre-Ponçon en une des journaux. Donc voilà, au-delà du message, il fallait vraiment qu'on puisse proposer la réalité, c'est-à-dire qu'en fait c'était la baignade qui était non surveillée, c'était pas la baignade qui était interdite. Mais on était largement pris par l'influence, on va dire, globale des médias, mais à force de parler, à force de communiquer, à force de répondre systématiquement à tout message qui n'était pas 100% réel, on a commencé à avoir ce genre d'articles qui sont sortis. Comme quoi on prenait notre destin en main, comme quoi nos professionnels aménageaient, comme quoi la destination réagissait. Et finalement, c'était une contrainte de sécheresse, certes, mais la destination n'est pas fermée parce que pendant 3 semaines, on a vraiment eu cette couverture qui consistait à comprendre que le lac était à sec. On était envahi de messages sur les réseaux, de coups de fil, y compris des zones qui n'ont rien à voir avec le lac de Serre-Ponçon souffraient quelque part de ce même problème. Donc, première, on va dire, petite réussite de la com, c'est qu'on a commencé à avoir un changement de ton dans le traitement. Ce qui est assez cynique, j'ai envie de dire, par contre, c'est qu'on a surtout arrêté d'avoir un traitement négatif le jour où les incendies ont commencé en Gironde, au cœur du mois de juillet, ce qui a clairement détourné l'attention des médias aussi. Et, bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est ce qui s'est passé. Je ne referai pas la blague que j'ai faite quand on a préparé. Voilà. Continue. Alors bon, on fait un saut après dans le futur, parce que bon, on a fait nos prises de parole. On pensait que pour nous, ça se calmait en réalité cette histoire, à part à la Toussaint où il y avait eu de nouveau un petit pic de traitement du lac. Et puis arrivé le mois de février 2023, donc il y a 3 mois, avec une sécheresse hivernale en France, avec aucune précipitation sur le massif alpin entre, je crois, le 22 janvier et le 1er mars, quelque chose comme ça. Donc du coup, boum, le sujet sécheresse est ressorti. Et là, c'est là que c'est devenu vraiment usant. C'est pour ça que je parle d'un service après-vente usant. Parce que vous avez la une du Point là, qui doit dater du 25 février ou au 1er mars, je ne sais pas exactement, qui parle du scandale de l'eau, qui illustre Serre-Ponçon dans tout Paris affiché de partout. Enfin, c'était un petit peu compliqué parce que là, pour le coup, on se retrouvait dans une situation où clairement, nous, le lac était en phase de production d'énergie. Donc tous les hivers, il est comme ça. Hein, les photos que vous voyez, c'est systématiquement le cas. Et on se retrouve en fait dans l'œil du cyclone. On montre Serre-Ponçon, la sécheresse hivernale, ça recommence en pleine période de réservation de séjour. Donc là, on a un petit peu fait évoluer notre stratégie, c'est-à-dire qu'on a quand même refait des prises de parole, nos fameux bulletins lac, où on a réexpliqué la fonction du lac, comment tout fonctionnait. Mais on a aussi, du coup, vis-à-vis de la presse, bon, systématiquement, on fait de la relation presse pour arriver à essayer de leur faire changer le message, ça ne marchait pas toujours. Par contre, les community managers de l'équipe ont été sur leur post Facebook, LinkedIn, Twitter, et non pas... on ne les a pas, on va dire, accusés de quoi que ce soit. Par contre, on a systématiquement répondu sur notre situation de manière à ce que leur communication, pour ceux qui la poussaient un petit peu, pouvaient voir notre système de réponse. Donc voilà. Ça, c'est intéressant parce que tu m'en avais parlé, j'avais trouvé ça malin. C'est-à-dire que quand vous y allez systématiquement, vous avez une veille sur les différents médias. Et systématiquement, dès que le lac est utilisé pour illustrer un sujet et que ce n'est pas pertinent d'utiliser le lac pour ça, vous allez très calmement, en commentaire, poser des faits, expliquer la situation. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi que tu n'es pas obligé de subir en fait, cet impact médiatique-là. Et que si tu arrives à prendre la parole à leur côté, en poussant du contenu pédagogique qui explique, etc., comme tu me disais, tu as même après des comportements qui sont changés du côté des journalistes. Quoi. Exactement. Le changement côté journaliste, on a eu. Alors ça dépend des presses, on va dire, effectivement, mais bon, on a quand même, on va dire la presse d'investigation, ce genre de choses. On n'avait pas de problème à traiter avec eux. Par contre, quand il s'agit de vendre du papier, la une de la Provence pour nous était dramatique, c'est-à-dire que quand on voit Au Secours, édition Marseille,
Illustration de Serre-Ponçon avec à l'intérieur un témoignage d'EDF qui explique que le lac sera plein à l'été 2023. On se dit mince, il y a le côté on vend de l'image en première page. Et puis à l'intérieur, le sujet était quand même traité, donc il y avait parfois des réactions mitigées de notre part. Usant parce que les community managers ont passé 3 mois, enfin peut-être un petit peu moins, mais à répondre tous les jours à des commentaires, tous les jours. Et on parle de milliers de commentaires dans nos publications où du moment qu'on montrait le lac, grosso modo, le sujet de l'eau ressortait. Bon, ça c'est pas grave, mais c'était quand même usant. Et puis surtout, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a Emmanuel Macron qui est venu sur site présenter son plan eau pour la France. J'ai plus la date en tête. C'était il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Et toi, tu l'as appris, je crois, la veille. Hein. Ouais, je l'ai appris la veille, moi. Ouais. J'apprends la veille et puis, comme on dit dans notre jargon, j'étais en PLS. Hein. Parce que là, je fais non, mais c'est pas vrai, ça fait 3 mois qu'on fait de la pédagogie, on explique tout, on répond. En réalité, ça fait 9 mois qu'on fait ça. Et on commence à avoir nos propres communautés, les journalistes, tout le monde qui a un petit peu fait évoluer son discours, à part ce genre de petite une de temps en temps. Et on se retrouve là, 50 journalistes qui vont arriver, qui suivent le président, qui vient présenter son plan eau pour combattre la sécheresse à Serre-Ponçon en hiver, sur un lac, très clairement, qui était à moins 25 mètres, je crois, à ce moment-là. Normal, mais vous avez vu, il faut quand même un petit peu de temps pour expliquer pourquoi c'est normal. Donc, oui, puis en plus, les journalistes, ils arrivent, ils prennent la caméra. Comme tu m'avais dit, en plus, les journalistes qui le suivent, lui, sont des journalistes politiques. Voilà. Donc, en fait, qui n'ont pas du tout cette curiosité scientifique, j'ai envie de dire, parce que c'est pas leur sujet, quoi, tout simplement. Quoi. Non, mais par contre, ce qui est drôle avec la presse politique, c'est qu'elle se sait regardée par une presse plus grand public, type l'émission Yann Barthès Quotidien. Typiquement, ils aiment bien aller voir quand un journaliste est à côté de la plaque sur le traitement de l'info. Et bon, dans notre malheur, entre guillemets, de l'avenue, enfin c'était pas un malheur, l'avenue d'Emmanuel Macron, mais quand même c'était un peu particulier. C'était sa première sortie en plus après la réforme des retraites, avec les manifestations, tout ce qu'on veut, quoi. Mais les journalistes, en fait, là, on avait l'AFP qui était présent sur site la veille à la base pour faire un reportage sur toute la chaîne de l'eau, et qui du coup s'est retrouvé à couvrir pour l'AFP sa venue, et avec tout le réseau de journalistes qui connaissent parfaitement bien. Donc c'est l'AFP qui a fait notre service après-vente. Attention les gars, dites pas de conneries. Si vous voyez le lac à sec, c'est parce qu'il produit de l'énergie. Donc on a eu vraiment zéro mauvaise presse avec cette venue-là. Et ils ont même repris le storytelling de nos vidéos pour expliquer tout ce qui se passait. Alors pas tout le monde l'a fait, mais il y a un article du Monde qui nous a fait vraiment plaisir, parce qu'il reprenait toute l'histoire finalement de Serre-Ponçon à partir de l'année dernière, et en disant que cette année, c'était une situation qu'il fallait accepter comme normale. Et du coup, c'est devenu l'exemple même de la gestion de l'eau sage, décision prise il y a 60 ans par nos anciens. Donc voilà comment c'est un petit peu clôturé notre année. Là, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Hein, c'est-à-dire que dans l'absolu, aujourd'hui, vous venez sur le lac de Serre-Ponçon, il a repris 10 mètres par rapport à son niveau le plus bas l'hiver, mais il manque encore 15 mètres aujourd'hui qui vont se remplir dans les 3 semaines qui viennent, 3 semaines, un mois, parce qu'on va atteindre notre pic de crue dans quelques jours. Et mais moi, je m'attends encore aujourd'hui. On est prêt, quoi, à recommuniquer, à continuer comme ça. Et tu me disais, c'est un peu mon credo là, depuis le début de l'après-midi, mais tu me disais que du coup, vous échangez aussi beaucoup plus avec EDF, beaucoup plus avec les différents acteurs en fait qui coexploitent quelque part le lac, pour justement avoir de la donnée, de l'explication, de la vision. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la donnée aujourd'hui, on est vraiment dessus, on la suit. EDF est devenu un interlocuteur direct, effectivement, de l'Office de tourisme, alors qu'avant on passait par un intermédiaire. On est devenu des experts météo à notre échelle. C'est-à-dire qu'on a regardé vraiment tout l'hiver, on a regardé les niveaux d'enneigement sur tout le massif, parce que c'est pas que notre secteur. Ça va jusqu'à la frontière italienne, en réalité, enfin même plus loin. Mais donc, ce qui alimente Serre-Ponçon, c'est un territoire qui est très vaste, qui fait plus de la moitié des Hautes-Alpes. Donc aujourd'hui, on était tout l'hiver à regarder les enneigements pour essayer de comprendre, pouvoir répondre, avoir des données fiables pour s'adresser à nos clientèles qui nous posaient beaucoup de questions, et y compris aux gens qui remettent notre parole en doute. Parce qu'il y en a beaucoup, forcément, on a l'étiquette Office de tourisme, on n'est pas là pour dire qu'on a des problèmes. Et pourtant... Oui, mais en même temps, vous êtes l'organisme qui peut communiquer le plus facilement, j'ai envie de dire, parce que vous avez la force de frappe, parce que vous avez les réseaux sociaux, parce que vous avez tous ces éléments-là que vont pas avoir forcément les gestionnaires du lac ou les gestionnaires du barrage. Oui, complètement. Ça, c'est l'avantage, c'est que les communautés, elles commencent à être importantes. Et donc, du coup, quand on s'adresse à elles, ça c'est bien repris. On a notre presse locale qui comme la presse nationale, il y a différents styles, on va dire, de traitements éditoriaux. Donc voilà, on travaille aussi directement avec eux. Et puis on travaille beaucoup aussi avec nos élus et les acteurs du lac sur les éléments de langage
à opérer pour que finalement ça devienne assez naturel de pouvoir parler de tout ça et qu'on comprenne que c'est une gestion de l'eau douce à une échelle régionale. On est sur la plus grande réserve d'eau douce de France qui alimente, je crois que Marseille c'est la 2e ou 3e plus grande ville de France en eau potable. Et on se rend bien compte, nous finalement, avec cette histoire, que la chaîne de l'eau, on est vraiment au début d'une autre histoire autour de la gestion de l'eau. Ouais. Vraiment, il y a une interdépendance entre les territoires qui est assez folle. Quoi. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là on parle de contraintes, mais on peut aussi parler de crise, etc. Aujourd'hui, ce genre de situation-là, d'événements-là, vous allez la voir régulièrement. Donc ça, pour toi, ça va être le stress hydrique. Pour d'autres territoires, ça va être les incendies l'été. Pour d'autres territoires encore, ça va être la canicule. Et enfin voilà, moi je vois, on a beaucoup de contacts dans le tourisme qui nous demandent de monter en fait des stratégies pour des périodes caniculaires. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans notre offre, où est-ce qu'on va pouvoir envoyer les gens. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie c'est malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement, mais encore une fois, c'est le tourisme qui est le premier impacté par beaucoup de sujets. Vous avez été les premiers impactés par Internet, vous avez été les premiers impactés par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes les premiers impactés par cette tension autour des espaces naturels et de la raréfication, ou en tout cas de la modification de certains cycles. Et je trouvais intéressant, effectivement, ton témoignage, parce qu'on voit que c'est, en fait... comme tu le dis toi-même, c'est-à-dire que tu n'avais pas le staff, vous n'aviez pas l'habitude, et en fait vous avez construit les choses au fur et à mesure, et vous avez choisi, je pense, une stratégie qui est la bonne, c'est de devenir en fait l'interlocuteur des médias, et de ne pas essayer de se battre avec eux, mais plutôt de les, j'ai envie de dire, de les former, quoi, enfin de les instruire sur la gestion de l'eau. Et je trouve que c'est bien parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas que la confrontation, parce que souvent on va dans la confrontation en fait, avec des droits de réponse, des communiqués de presse, etc. etc. Ouais. Et en fait on se rend compte que, enfin là avec ton exemple en tout cas, que c'est pas toujours la meilleure solution. Ouais, moi, ce qui me semble important, en tout cas, la conclusion qu'on en a tirée en interne, c'est que, bon, on ne fera plus l'erreur de l'année dernière d'attendre la dernière minute ou de la subir, même cette information, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment renseigné très tôt pour pouvoir assumer. Quoi qu'il arrive, on s'est dit qu'il faut qu'on puisse assumer la situation. Donc je pense que quand on a des contraintes importantes, à l'ère justement où le client, la presse, tout le monde peut prendre la parole très rapidement et finalement, pour éviter de se retrouver un peu trop dans l'œil du cyclone, finalement, le fait de faire en plein hiver d'un non-sujet pour nous, d'en faire un sujet, ça nous permet d'avoir clairement aujourd'hui une forme de tolérance assez aboutie sur comment va se dérouler notre saison touristique. On a confiance, en plus on sait que ça va rassurer nos clients, mais en réalité, si cet été, on repart dans le même mode que l'an dernier, on est armé parce qu'on a joué la transparence depuis le mois de février. Quoi. Voilà. Je voulais juste dire quelque chose pour rebondir sur ce que disait Alexis. Quand tu dis on ne fera pas les erreurs et tout, nous aussi, même si c'était un phénomène très localisé, on s'est senti concerné vraiment au niveau régional par ce qui se passait. À tel point que cet hiver, on a eu quelque chose qui a tout de suite résonné en fait, sur la nécessité de pouvoir communiquer rapidement. Rapidement, on a eu un phénomène médiatique pendant les vacances de Noël et en tout début d'année qui disait qu'il n'y avait pas de neige en France. Or, on avait été plutôt bien servis dans les Alpes du Sud et il y avait plutôt de la neige, nos stations tournaient. Et en fait, on s'est pris toute la vague médiatique et même on avait même des gens qui annulaient leurs vacances dans les Alpes du Sud par méconnaissance sans regarder directement. Et c'est vrai que ça nous a servi parce qu'Alexis avait pas mal aussi été monté au créneau en disant ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre le dernier moment. Et notre directeur nous a tanné en disant non mais là on va débloquer un budget tout de suite en com pour aller communiquer et dire qu'il y a la neige chez nous. Et c'est là aussi où je pense que c'est important qu'il y ait la force du collectif et qu'on arrive à tout de suite être réactifs ensemble. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des synergies à trouver. C'était très bien, je pense que vous gériez les relations et presse, mais peut-être qu'on aurait pu apporter un appui aussi un peu plus à Alexis sur cette question de la sécheresse. Là, par exemple, on a débloqué un budget en commun avec la D05 et certaines stations pour communiquer un peu plus massivement et dire ouais, okay, attendez les gars, il y a de la neige chez nous, hein, venez skier chez nous, quoi. Tu vois, ça aussi, on parlait tout à l'heure de la constante parmi tous les ateliers où on a beaucoup parlé effectivement de tourisme durable, on a beaucoup parlé de communication positive, etc. Je pense qu'il y a aussi eu ce côté de se dire aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire que de la communication commerciale. C'est-à-dire que vous avez un vrai rôle à jouer de vecteur d'information, alors qu'ils sont de l'information. C'est-à-dire quand tu vas dire qu'il y a de la neige, c'est bien sûr pour faire venir les skieurs. Mais quelque part, tu n'es pas forcément identifié comme la source d'information
qui va me permettre de savoir si je vais avoir de la neige là où je vais aller skier. Et je trouve que cette nouvelle position que sont en train de prendre les destinations, de dire on ne transmet pas que du message commercial à vocation de promotion touristique, mais on transmet aussi de l'information sur notre territoire, sur ce qui s'y passe, sur ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est encore autre chose. Vous êtes encore en train de prendre là un nouveau, j'allais dire une nouvelle dimension. Enfin, je veux dire, l'office de tourisme de Serre-Ponçon, en faisant ce qu'il a fait, a rendu service à l'intégralité des habitants de Serre-Ponçon. Il n'a pas rendu service qu'à l'activité touristique, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça en fait un acteur à part entière de la vie locale, qui n'est pas uniquement tourné que vers l'extérieur et vers le fait de faire venir des gens, mais qui est aussi un acteur de la vie locale. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions pour ces 3 magnifiques jeunes hommes dans la pleine force de l'Arge? J'essaye. Non, pas de questions particulières? Est-ce que certains d'entre vous sont amenés comme ça à entretenir des relations avec la presse? Parce que je sais qu'on fait beaucoup de relations presse, mais dans le sens pour avoir des papiers, des reportages, etc. sur sa destination, ce qui est logique, hein, on l'a tous fait. Mais est-ce que vous avez mis en place comme ça des relations peut-être avec la presse locale pour être un vecteur d'information pour eux, un vecteur de pédagogie ou ce genre de choses? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est très distant pour vous et les relations presse, ça reste, j'ai envie de dire, du communiqué de presse, du dossier de presse, des choses où on est sur de la promotion tout simplement? Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un exemple très intéressant, l'exemple de Serre-Ponçon. Si vous pouvez devenir en fait une source fiable d'information, c'est quand même... Oui. Bonjour, je suis la directrice de l'Office de tourisme du Guy S3 et du Kera, et nous on a été confrontés à un phénomène qui a été à ce moment-là un des plus gros glissements de terrain d'Europe, qui coupait une route. Et c'était en 2018, et on a été confrontés un peu à la même chose. Et on a effectivement accompagné avec un film pédagogique qui expliquait ce qu'était le glissement de terrain, ce qui expliquait comment la puissance publique se saisissait de la problématique pour résoudre. Et on avait aussi fait un travail autour des éléments de langage, puisque à l'époque, en plus, la déviation s'appelait piste de secours. Donc, autant dire que c'était un terme qui donnait juste, qui faisait assez peur. Donc, il y avait aussi ce travail avec les sociopros. On a même réussi à travailler avec le conseil départemental pour renommer différemment cette route sur les panneaux à messages variables. Et je crois qu'il y a un mot qui a été dit aujourd'hui, c'est la force du collectif. Et sur les situations de crise, c'est ce qui fait que ça marche. Donc, On n'a pas parlé des sociopros sur ta situation, parce que c'est aussi des personnes que tu peux mobiliser. Mais nous, c'est le choix qu'on a fait, effectivement. Le travail avec les sociopros, il a été de se dire on va les... Pour que la parole soit crédible aussi, mais aussi pour leur implication et le relais de communication qui pouvait être. On les a impliqués directement, c'est eux qui ont pris la parole. Alors on avait un storytelling qui était défini, des questions. On en discutait avant. Par contre, après, quand on lançait le tournage, on faisait le choix de pas couper, de garder leur volet naturel. La première qu'on a sortie, on allait voir un petit peu de rigolos, quoi, qui louent des paddles, mais qui sont toujours en train de... Enfin bref, ils disent pas une phrase sérieuse dans leur journée. Et donc, les entendre parler de la sécheresse et des aménagements, eux, par exemple, ils avaient trouvé un énorme tapis de centre de congrès rouge. Donc, ils appelaient ça le tapis rouge, dérouler le tapis rouge pour leurs clients qui descendaient au lac comme ça, royal, sur la voie royale. Mais ils scénarisaient... En fait, ils ont théâtralisé la chose. Voilà. Après le petit côté rigolo, c'est qu'on se disait, bon, nos vidéos sont sérieuses, mais on cherchait l'accroche qu'on cherche sur les réseaux sociaux. Donc il y a le début de la deuxième vidéo, on a emmené un jeune restaurateur qui s'est mis à 7h du matin en peignoir, lunettes de soleil, cigare sur un flamant rose gonflable au milieu du lac. Et donc la vidéo elle commence comme ça avec le pélo qui bronze un petit peu et qui se fait embarquer par des bateaux qui lui font une vague. Enfin bref, on cherchait toujours des idées comme ça. Et puis du coup les pros ils se prenaient au jeu, c'est-à-dire qu'ils cherchaient quand ce serait leur tour quelle idée pourrait être marrante pour avoir une accroche. Donc on s'est retrouvé comme ça avec des transats sur un paddle géant. On s'est retrouvé avec un Piaggio, pareil, posé sur des pédalos qui est au milieu du lac. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'a même pas gardés. Mais la réalité, c'est par contre, ce qu'on garde, c'est que ce bulletin d'infos est devenu, en fait, en saison touristique, une manière de s'adresser, quoi qu'il arrive, à nos communautés, et en ayant plus un angle, en disant, tiens, on va pas forcément s'en servir comme un volet séduction pour faire venir les gens, par contre, comme un peu du réseau social de séjour,
où on s'adresse c'est aux ça. personnes présentes sur le territoire. Ouais. Oui, de l'animation pendant ces jours, en fait. Et surtout les pros au cœur, ils reviendront dedans. Il y a la saison 1, la saison 2, la saison 3, on verra, mais le but c'est qu'ils aient envie d'y être, quoi. Ouais, ouais. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, une autre intervention? Je vous libère. Ouais, je vous libère. Merci à tous, merci beaucoup. Merci d'être venus. Et merci à vous trois.